Bonjour à tous, c'est Thibaut de corrigetonimpôt.fr. Aujourd'hui, je vous propose de vous offrir quelques extraits gratuits de la conférence qu'on a eue sur quel est le meilleur plan épargne retraite. Donc, bien entendu, on a vu à qui est destiné le PER. Est-ce qu'il faut ouvrir ce placement financier, notamment en fin d'année? Donc, vous verrez si vous êtes vraiment concerné ou pas, et c'est plutôt important de voir si c'est le cas. Mais surtout, on les a comparés pour voir quel est le meilleur. Puisque d'un plan épargne retraite à l'autre, tout change, hein. On peut avoir des tonnes de frais, que ce soit des frais d'entrée, des frais sur les performances qui peuvent venir complètement plomber la performance de l'un ou de l'autre. On a des PER qui ont des meilleurs fonds euros, qui sont les fonds sécurisés. On va parler ce qu'on appelle le back-office. Si vous avez un problème avec votre plan épargne retraite, voilà, où est-ce que c'est le mieux? Et puis une fois qu'on vous présente les meilleurs plans épargne retraite, on a aussi discuté de comment transférer si vous en avez déjà un, est-ce que c'est possible, comment ouvrir le nouveau, etc. Voilà, c'était vraiment une conférence passionnante qui a intéressé beaucoup de gens. Et voilà, j'aimerais vous donner un peu un avant-goût de comment ça se passe, de ce à quoi on a discuté pendant la conférence. Donc je vous souhaite un bon visionnage et si vous voulez voir la conférence en entier, je vous mets le lien sous la vidéo. Bonne journée à tous. Je vais faire un rappel si tu le veux bien du Oui, coup sur voilà, on va dire sur moi mon domaine, sur l'aspect fiscal du PER. Et Nicolas du coup est bien plus spécialisé après sur quel PER choisir, puisque ça va être tout l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, hein. C'est bien beau de savoir que le PER c'est pour nous ou c'est pas pour nous, mais une fois que c'est pour nous, lequel on prend, quoi. Donc le plan épargne retraite, je rappelle rapidement, hein, il y a plusieurs articles sur mon site et puis sur le tien aussi. Donc c'est un placement financier, le PER individuel, sur lequel on va pouvoir mettre de l'argent qu'on possède de manière personnelle. Cet argent va être bloqué. Je pense que c'est la grosse contrepartie du PER, hein, le gros inconvénient du PER à mon sens, c'est qu'on l'avait vu dans notre conférence, c'est pas liquide, l'argent est bloqué. En contrepartie, on a un gain fiscal, puisque le PER, ce qu'on place dessus individuel, ouvre droit à une déduction. Alors, c'est pas une réduction, c'est pas un crédit d'impôt, c'est une déduction. Et donc, on va y gagner ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, qui peut être de 0, 11, 30, 41 ou 45%. Donc pour info, je sais pas si tu as vu, mais je publie chaque année un simulateur Excel qui permet de voir le gain fiscal sur un PER. Là, je l'ai sorti on connaît enfin le barème d'impôt 2024, donc j'ai pu ouais. mettre à jour, puisque ce qu'on place sur un PER fin 2023, ça se déduit sur la déclaration de l'an prochain, 2024. Et donc pour calculer le gain fiscal, ils font tout ça, hein, toutes les compagnies d'assurance, mais il n'y en a pas un qui a un simulateur à jour. Et là, c'est primordial, hein, puisque du coup, avec l'inflation, le barème baisse. Et donc là, j'en ai un avec voilà, la bonne tranche d'imposition, les bons quotients, les bons barèmes, la bonne décote, tout ce qu'on veut. Et on va dire que de manière générale, c'est quand même bien d'être dans une tranche à 30%, je trouve, quand on place sur un PER, puisque si je mets 1000, j'ai une déduction à 30%, donc je gagne 300 d'impôts en moins. Si je suis dans une tranche à 11, tu nous donneras ton avis tout à l'heure. Dans une tranche à 11, moi je suis un peu moins fan, voire pas du tout fan, mais sur certains profils très proches de la retraite, peut-être. Mais en général, l'objet du simulateur, c'est de montrer justement, tiens, si je mets 5000, est-ce que je suis toujours dans la tranche à 30? Si je mets 6000, 7000, bon, tout va bien, je suis à 30. 8000, ça passe plus, quoi. Donc c'est un peu le but ici. Donc le gros avantage, ça va être cette déduction fiscale. Et après, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Et donc à la retraite, on peut récupérer cet argent soit en capital, soit en rente. Et c'est à nouveau fiscalisé, je pense qu'on en parlera pendant la conférence, hein. Et donc c'est un peu voilà, le second coup de bâton, c'est que au moment où on le sort, est-ce qu'on est toujours dans la même tranche d'impôt ou pas? Est-ce qu'on sort en capital ou pas? On pourra parler peut-être des différentes fiscalités à la sortie, notamment de la fiscalité à 7,5%. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de dire que le PER, c'est de l'argent, il faut qu'on soit prêt à se séparer de cet argent qui va être bloqué jusqu'à la sortie. On a une condition de sortie anticipée qui est intéressante, qui est la première acquisition de la résidence principale. Et du coup, pour moi, le PER est réservé à des gens qui sont dans une tranche à 30%, qui soit vont acquérir bientôt une résidence principale, une première, et pourront récupérer l'argent après la déduction, ou soit sont prêts à attendre la retraite pour récupérer cet argent. Et derrière, après, se posent toutes les questions, puisque c'est de l'argent qui va être placé souvent longtemps à long terme, et donc on l'avait vu l'autre fois, mais du coup, s'il y a des frais chaque année
sur cet argent, ça peut venir complètement flinguer le rendement. Tu nous avais donné l'exemple de ton avion, là, qui, s'il dérive un petit peu, il change quasiment de trajectoire. Avec les frais du PER, ça va être quelque chose. Donc, on va chercher un PER, j'imagine, avec peu de frais. Se pose la question de sur quoi on place cet argent, puisque tout l'avantage du PER, c'est aussi qu'il y a maintenant une disponibilité de différents fonds qui est énorme. Donc, voilà, quel placement permet d'avoir une bonne gestion pilotée ou des bonnes unités de compte. Et après, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres aspects qui jouent dans le choix du PER, par exemple le back-office. Est-ce qu'on a des gens en face de nous si on a une question? Peut-être le transfert, est-ce qu'on peut passer d'un PER à une autre, les frais d'entrée, etc. Donc, c'est vrai que moi, voilà, tous ces aspects-là, j'avertis mes lecteurs en disant attention, le PER, attention aux frais d'entrée, attention aux frais de gestion, mais je suis pas capable de dire tiens, celui-là, il a plein de fonds disponibles, c'est des bons frais, etc. Lui, il vaut le coup. On dire lui, attention, si vous avez un problème, c'est pas la peine d'appeler, il n'y a personne. Et c'est là, du coup, je pense que la conférence va être intéressante aujourd'hui. Donc, ce que je te propose, c'est que Nicolas déroule un peu, et puis au milieu, on se fait un petit point sur toutes les questions, et après on repart. Ça marche. Bon, on se rejoint là-dessus sur l'intérêt du PER. J'ai mis un petit arbre décisionnel. Normalement, tout le monde le voit à l'écran. On est d'accord, pour nous, le PER, c'est intéressant à partir de la TMI 30%. C'est-à-dire que si vous êtes non imposable ou à 11%, non imposable, c'est clair, vous n'allez pas bloquer votre argent jusqu'à la retraite alors que vous n'avez rien à défiscaliser. Dans ce cas-là, il vaut mieux investir. Donc ton premier critère, c'est la diversification des fonds disponibles. Voilà, il faut des bons fonds. Donc, un bon fonds euro, on regarde les antécédents, on regarde l'historique. Combien a versé le fonds euro les années précédentes? Par exemple, si je vois des fonds euro qui ont versé dans ma banque 1% ou 1,5% les 5 dernières années, moi, c'est un mauvais fonds euro, je ne veux pas dedans. Tandis que si le fonds euro, les 5 dernières années, le fonds euro a versé 2, 3% les 5 dernières années, ok, il est supérieur aux autres. A priori, l'assureur gère bien le fonds euro. C'est un bon fonds euro. OK. Donc, ça, c'est un premier critère, c'est est-ce que le fonds euro, il est bien ou pas pour sécuriser. L'autre critère, c'est est-ce que j'ai des bons fonds, des bonnes unités de compte dedans, les fonds d'investissement. Là-dedans, on retrouve les fonds actions, les fonds immobiliers, les fonds diversifiés avec un peu d'actions, d'immobilier, des obligations aussi, des fonds obligations. C'est des créances. On prête à l'État ou à des entreprises des paniers d'obligations, des fonds or, comme je l'ai dit. Voilà, il y a plein de sortes de tout ce qu'on a, j'invite les gens à aller voir la conférence, les SCPI, tout ce que tu avais détaillé la dernière fois. Hein. Donc c'est très clair du coup. Donc chaque PER n'a pas la même disponibilité, quoi. Ce qu'on préfère, c'est les fonds actions de type ETF. Les ETF, ce sont les trackers, on en avait parlé. Ce sont des fonds indiciels avec un ordre sur un tracker CAC 40, par exemple. Je réplique la performance de tout le CAC 40 sans avoir besoin d'acheter les 40 sociétés du CAC 40. Voilà. Et ça fait bien mieux, les ETF. Ça fait des performances bien meilleures que les fonds traditionnels qu'on retrouve en banque. Voilà, dans les PER bancaires, les PER des agences, etc., des PER traditionnels, on va retrouver 20 ou 30 fonds. Déjà, c'est très peu en volume et c'est très pauvre en qualité parce qu'on n'aura pas d'ETF. On aura des fonds classiques qui ont des performances médiocres par rapport aux ETF. Donc voilà. Un critère qui est très important pour nous, c'est regardez dans vos unités de compte, il faut qu'il y ait des ETF. Ça permet de mieux investir sur le long terme avec moins de frais parce que les ETF, c'est que 0,20 ou 0,30% de frais de gestion annuels, alors que les fonds classiques, c'est 2% en moyenne par an. C'est énorme, 2%. Ça vous grignote une performance énorme à long terme. 2% sur 20 ans, ça fait 40% perdu. C'est énorme. Sur un capital de 100 000 euros. C'est ce qu'on avait vu sur le… C'est monstrueux. On l'avait vu. Donc, c'est le graphique qu'on voit ici. Hein. D'ailleurs, le graphique juste en dessous, là, le petit graphique, si vous avez une bonne vue, quand l'enfant mineur, qui devient majeur, hein, il ne va pas acheter sa maison quand il est mineur, mais quand l'enfant achètera sa résidence principale, il peut sortir avec et récupérer le capital pour acheter sa résidence principale. C'était un peu une faille qui est corrigée. Donc, à voir si ça va être… À voir si ça passe. 2024, ouais. Okay. C'est limite abus de droit hein, actuellement ceux qui ont ouvert le PER pour mineurs. Ouais. J'avais fait un article là-dessus en disant que c'était très limite. Et au niveau des services fiscaux, ils traitaient ça différemment. Il y en a qui considéraient que les enfants n'avaient pas le plafond, tu sais, du pass de 4000. Et il y en a d'autres qui ont considéré que si. On a dû faire des courriers de rectif en disant, écoutez, et du coup, finalement, ils se sont tous alignés à l'accepter. Ouais. Mais la première année, on avait… un gros flou. Ouais, il y avait un flou.
Anne, ou alors là, c'est plus du tout. J'avoue, que pensez-vous du préfonds? Du coup, ouais, dans le cadre d'un transfert, tu vois, si j'ai déjà un PER dans une banque ou autre, je vois la conférence, et puis j'ai envie d'ouvrir un des PER du podium. Est-ce qu'on fait Oui, des transferts? Est-ce que ça coûte, ouais, etc.? bien sûr, on peut transférer le PER. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran. Ouais, J'ai transféré, j'ai partagé mon vas-y, écran. On le voit? on voit, ouais. Ok, super. Ouais. Donc oui, on peut le transférer. Et c'est ce que j'ai expliqué en fait dans un PER, il y a 3 compartiments. Mais la réponse rapide, c'est que oui, on peut transférer un PER, même un PER entreprise, on peut le transférer dans un PER individuel. Concrètement, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord ouvrir le nouveau PER. Mhm. Ensuite, on désinvestit l'ancien PER. La somme est transférée vers le nouveau PER. Et enfin, clôture dans l'ancien produit. Mais en gros, c'est simple, il faut juste contacter le courtier gagnant. C'est lui qui fait toutes les démarches. Donc celui du nouveau PER te Voilà, proposera on les ouvre le démarches, nouveau quoi. PER et il prend en charge toutes les démarches. C'est lui qui s'occupe Ok, des démarches avec le courtier perdant. d'accord. Et oui, c'est tout à fait possible. Et on le recommande. J'ai mis un exemple concret au-dessus. Là, par exemple, 20 000 euros sur 25 ans entre un PER traditionnel avec des fonds actifs versus un bon PER avec des fonds trackers. Si on place sur 20 ans 20 000 euros, ça fait 68 000 euros sur un PER classique. Classique, Et du ça coup. fait 108 000 euros sur un bon PER. 40 000 euros de différence pour le capital. Et on parlait Ouais, donc, simplement de 20 000 euros. Donc imagine si tu places pendant toute ta carrière 100 000 euros, ça sera énorme la différence. Là, c'est déjà 40 000 juste pour 20 000 euros. ouais, donc tu transfères dès que Donc possible. ça vaut le coup de Ouais. transférer dès que possible. Quittez vos Si PER tu as par an. beaucoup, ok. Et ça, c'est une chance parce que l'assurance vie, on ne peut pas. Enfin, logiquement, la loi Pacte dit que l'assurance vie, on peut le transférer, mais dans les faits, en pratique, on n'arrive pas à Ouais, ça se transférer. fait pas. L'assureur met des bâtons dans les roues. Tandis que le PER, ça se fait assez facilement. On a beaucoup de retours d'expérience. Les gens arrivent à transférer leur PER vers un autre PER. C'est possible et c'est assez facile. Donc, faut pas hésiter. Ok. Ici, j'ai mis les conditions. Oui, donc les gens iront lire l'article pour voir les Transférable, même détails, si mais vous êtes ouais, encore dans l'entreprise, dans la limite d'un transfert tous les 3 ans en entreprise. ok. Mais un PER individuel, on transfère quand on veut. Mais un PER entreprise, c'est Un peu plus transférable complexe. si vous êtes encore dans l'entreprise, dans la limite d'un transfert tous les 3 ans. Vous lirez Ok. l'article, tout expliqué, c'est assez clair. Bon, là, j'en ai une coton pour toi. Aïe, C'est Alexandre qui se démarque là. j'ai peur. Lui, pour peaufiner le choix de son PER, il se demande si certains sont compatibles avec une vision écologique. Oui, Et si oui, comment les identifier? ouais, non, ça va, tu me faisais peur, mais c'est assez facile comme En question. fait, vous êtes deux mèches, il pose des questions dures auxquelles tu Non, je avais ne pas. connais pas. J'ai des complices dans le public. Non, je ne connais pas. Mais oui, c'est assez classique. En fin de compte, c'est la loi. La loi impose à chaque assureur d'obligatoirement mettre dans les unités de compte des unités de compte ISR. ISR, ce sont des fonds à investissement socialement responsables. Donc, de fait, sauf si vous avez des assureurs qui ne respectent pas la loi, mais en principe, ils s'y sont pliés, il y a forcément des fonds ISR dans chaque PER. Maintenant, il y a des bons et des pas bons, comme je le disais. Donc, dans les bons PER qu'on a mis là, on trouve des très bons fonds ISR. On trouve même des trackers, des ETF ISR. Ça existe. Ok. Donc en ETF fait, World c'est pas le PER qui va être bon, c'est que tu vas chercher le fonds qui est socialement responsable et tu vas le ça, dans le trouver dans le PER. PER. Donc, Ok, il faut un bon d'accord. PER et au sein du PER, on trouve des bons fonds PER. On en a dans les meilleurs PER, il y a des fonds ISR, il n'y a pas de souci. Ensuite, Émilie qui se demandait si c'est pas risqué de choisir une banque en ligne. Bon, la plupart des banques en ligne sont en fait, Non, c'est des en banques fait, physiques qui sont derrière. Hein. il faut Fortuneo, c'est prendre, Crédit ce Mutuel. qu'il faut comprendre, on aime particulièrement les frais de gestion bas. Là, on retrouve tous nos critères. J'ai mis ce qu'on Ouais. aime. Les frais de gestion bas, le fonds euro, nouvelle génération qui est très bien pour le long terme. Les CPI, si on veut de l'immobilier, c'est des CPI qui reversent 100% des loyers. Alors que généralement, on n'a que 85% des loyers. Un PER lambda. Si toutefois il y a des SCPI, c'est même pas sûr, mais quand il y en a, généralement, on n'a que 85% des loyers. Mais avec un bon PER, il y a des SCPI qui reversent 100% des loyers. On a aussi des trackers, des titres vives, des fonds ISR. On peut combiner les modes de gestion. Donc voilà, pour nous, c'est le PER vraiment parfait. Il répond à tous nos critères. Et c'est le seul, parce que les autres PER, celui-là, il est bien aussi, mais il est quand même moins bien. Et les autres PER du marché, il n'y a rien. On n'aime particulièrement rien du tout. Les frais sont élevés. Il y a des mauvais fonds. Enfin, je préfère rien prendre
que d'ouvrir un mauvais PER. Je préfère rien ouvrir, sauf exceptionnellement, comme tu l'as dit, si je suis à 1 ou 2 ans de la retraite éventuellement, et encore. Oui, ou des petits montants, des choses. Je crois que je préfère rien ouvrir du tout plutôt que de m'embêter avec un mauvais PER. Pour moi, quitte à ouvrir un produit d'épargne, hein, que ce soit l'assurance vie, le PER ou le PEA, je l'ouvre seulement s'il est bon. Sinon, je préfère rester dans des livrets. C'est plus simple et il y aurait une meilleure performance. Hein. Alors moi, du coup, je pensais que le PER, quelqu'un l'a dit aussi dans le chat et moi-même, parce que moi j'ai ouvert un PER Boursorama qui me semblait pas mal du tout. Il est pas mal le PER Matelas. Et même c'est le blog Patrimoine aussi, lui, souvent celui qui conseille. Alors c'est pas un spécialiste, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas dans le top 3 celui-là, et qu'est-ce que tu en penses en tout cas?